Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin on fera avec vous pour ce point de marché du mardi 26 juin 2018. Comme vous avez pu le constater hier, on a eu le Dow Jones qui a clôturé pour la première fois depuis juin 2016 sous sa moyenne mobile à 2 séances. Alors est-ce que c'est un signal baissier? Est-ce qu'on a un crack qui va arriver à Wall Street? Eh bien c'est la réponse, enfin c'est la question pardon dont nous allons essayer de répondre dans ce point de marché. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur le risque. Le trading avec effet levé amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est indicative et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors bonjour à vous Ramzi, j'espère que vous allez bien. Thierry que je salue également. Loïc de même. Alors Gilles qui me dit bonjour, et bien écoutez, bonjour à vous Gilles. Son image ok, c'est parfait. Merci Gilles pour cette confirmation. Eliane, bonjour à vous. Le Dow Jones, c'est la faute de Trump avec sa guerre commerciale. Alors, oui, c'est plutôt en tout cas à cause de la guerre commerciale que qu'il y a eu une baisse. Je vous invite à lire ce premier paragraphe qui paraît massif, mais en clair, on a Steven Mnuchin qui est le secrétaire américain au Trésor, qui a déclaré que les prochaines restrictions d'investissement du ministère ne seraient pas spécifiques à la Chine, mais s'appliqueraient à tous les pays qui essayent de voler notre technologie, je cite. Mais cette déclaration a été contredite en fin de séance, qui a permis un rebond de comment dire diminuer les pertes des indices américains. Donc cette annonce était contredite par celle de l'assistant au président au bureau exécutif de la Maison Blanche, qui est ni plus ni moins que Peter Navarro, et qui a déclaré que toute restriction d'investissement proposée par l'administration de Trump viserait la Chine et non les autres pays. Voilà, donc on a eu une petite confusion sur les marchés hier entre Steven Mnuchin et Peter Navarro. Toutefois, on a eu quand même une baisse sur les marchés actions et voilà, on a eu de l'aversion pour le risque. Donald Trump hier qui a critiqué Harley Davidson, donc un fabricant américain, après que celui-ci ait déclaré qu'il déplacerait sa production pour les clients européens en Europe afin d'éviter les représailles tarifaires qui pourraient lui coûter jusqu'à 100 millions de dollars. Je vous rappelle que l'Union européenne a mis en place des taxes sur les produits américains depuis vendredi la semaine dernière. Et donc les produits d'Harley Davidson sont dorénavant taxés à 31% au lieu de 6% auparavant. Donc en clair, pour une moto, c'est 2200 euros en plus qu'il faut payer euh, pour s'acquérir une Harley Davidson. BMW qui pourrait fermer ses usines Mini et Rolls-Royce en Grande-Bretagne si le Brexit perturbe gravement sa chaîne d'approvisionnement. En clair, s'il n'y a pas d'accord commercial, BMW fermera probablement des usines en Grande-Bretagne, selon un responsable du constructeur automobile au Financial Times. Enfin, du côté du pétrole, on a les forces du commandant de l'Est libyen qui ont retiré l'autorisation de contrôle des ports pétroliers à la National Oil Corporation, qui est ni plus ni moins que la seule compagnie légale ayant le droit de vendre le pétrole libyen. C'est une compagnie nationale du pays. Donc, étonné qu'on a les forces du gouvernement qui ont refusé, qui ont retiré leur autorisation de contrôle des ports pétroliers, eh bien on a potentiellement une diminution de l'offre de pétrole libyen. Voilà ce que ça veut dire et c'est pour ça qu'on a eu un rebond du pétrole eh bien hier. Alors bonjour à vous Gilles, j'espère que vous allez bien. Thierry, bien le bonjour à vous également. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Pour les nouveaux, n'hésitez pas euh, à dialoguer via le chat. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des avis, même des avis, hein, n'hésitez pas à les partager, c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, sinon on a la BCE qui achètera environ 15 milliards d'euros d'obligations par mois l'année prochaine en réinvestissant ces obligations arrivant à maturité, ce qu'a déclaré hier Benoît Cœuré, le président du directoire de la Banque centrale. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que euh, le QE, donc, il s'arrêtera normalement comme prévu fin de l'année, sauf que tous les profits générés enfin tous les profits, même toutes les obligations arrivant à maturité, seront réinvestis. Donc en clair, on n'aura pas une réduction du bilan l'année prochaine de la BCE. Pas de réduction du bilan, alors que la Fed, je rappelle, depuis octobre de l'année dernière, réduit à hauteur de 160 milliards de dollars par an son bilan. Donc 160 milliards, pardon, jusqu'à octobre de cette année,
la Fed aura diminué de 160 milliards son bilan. Et ensuite, il me semble qu'à partir d'octobre, c'est 600 milliards par an. Voilà. Alors que la BCE est encore dans une phase de QE, qui est ni plus ni moins qu'une phase d'achat net d'actifs, donc d'achat positif. Donc même les obligations arrivant à maturité, elle les réinvestit déjà. Et donc en clair, à la fin de l'année, elle va arrêter d'acheter plus d'obligations, mais elle va seulement racheter ceux qui arrivent à maturité. Mais elle va pas en acheter des quantités nouvelles. Donc en clair, 2019, on devrait avoir normalement un bilan de la BCE qui devrait être flat. Bonjour Catherine, bonjour François, bonjour à tous ceux qui viennent nous rejoindre. Alors non, c'est pas cette slide qu'il faut que je vous montre. Alors, petit instant. Euh, voilà, c'est celle-ci. Donc, résumé de la séance américaine hier et asiatique ce matin. Dixie en baisse, Dow Jones, S&P, Nasdaq en fort recul, notamment les valeurs tech qui ont perdu 2,21%. Forcément, quand on cite technologie, rappelez-vous dans le discours de Steven Mnuchin, eh bien forcément, on a Nasdaq qui affiche les plus grosses pertes. Le rendement du T-Note perd un point de base, ce qui veut dire un marché obligataire qui est légèrement payé, hein, pas grand-chose. Donc une aversion pour le risque, certes, mais c'est pas non plus un crack qu'on a depuis hier. Et ce matin, le yen qui est en légère hausse, le gold qui est en baisse, le Nikkei en hausse. Pourquoi le Nikkei est en hausse? Simplement parce qu'on a eu des commentaires d'un certain membre de la BOJ qui indiquait que la politique monétaire accommodante était toujours nécessaire. Et enfin, le Hang Seng qui est en baisse de 0,36. Donc voilà, l'aversion pour le risque, mais pas non plus quelque chose de très violent. On a surtout eu, je pense, le plus gros des mouvements hier. Et au niveau du calendrier économique, vous voyez que c'est des statistiques américaines qui seront attendues aujourd'hui à 15 heures, indice des prix des logements et la confiance des consommateurs américains à 16 heures. Voilà, donc on le voit, le Dixie qui est toujours en baisse après avoir inscrit un plus haut de 11 mois au-dessus des 95 points la semaine dernière. Donc baisse, prochain niveau de support que je constate, c'est ce support. Alors, voilà, support à 93,31. C'est le prochain support que je surveille. Donc je pense qu'il y a une baisse possible jusqu'à ce niveau de prix. Donc voilà, hausse donc de l'euro jusqu'à 1,17, 1,18. Alors j'ai une question intéressante de la part de Thierry. Le Hang Seng, c'est l'indice de Hong Kong ou de Shanghai? Alors le Hang Seng, c'est l'indice de Hong Kong. Et le Shanghai, c'est le CSI 300. Voilà. Alors c'est deux différents. Vous savez que voilà, Hong Kong, Shanghai, bon, c'est la Chine, mais bon, on va dire qu'Hong Kong, c'est un peu la Chine offshore. La plupart des investissements étrangers passent par Hong Kong. Donc voilà, on va dire Hong Kong, c'est un peu la Chine occidentale. Enfin, c'est un peu l'indice chinois occidental, alors que Shanghai, c'est voilà, c'est l'indice chinois. Mais bon, ils sont plus ou moins corrélés. Vous voyez le Hang Seng et vous voyez le Shanghai. Shanghai quand même, il fait un petit peu plus, comment dire, il est un petit peu plus baissier, voilà. Il est un petit peu plus baissier. D'ailleurs, je fais jamais d'analyse dessus parce que personnellement, je ne le traite pas. Je regarde de temps en temps, mais voilà, rien de. Voilà, je ne saurais vous donner d'objectif là-dessus, mis à part technique. Je reviens sur le dollar. Dollar en baisse, ce qui devrait maintenir l'euro à la hausse. L'euro à la hausse. Vous voyez que les récents sommets vers les 1,18 seront les prochaines résistances, notamment le RSI qui bute sous 50, donc ça sera surveillé. Si par exemple on a un franchissement du récent plus haut à 1,18 et que le RSI est au-dessus de 50, ça serait deux signaux haussiers qui permettraient pourquoi pas de passer long. Concernant le GBP, on a un rebond. On a un rebond depuis les 1,3150 environ, avec une divergence haussière. Alors attention, parce que cette semaine, c'est la semaine du Brexit. Je vous rappelle qu'en fin de semaine, nous avons le Conseil européen, donc avec notamment le Brexit qui sera au menu. Donc voilà, la livre devrait être assez volatile en fin de semaine. L'euro GBP, toujours la même stratégie qui est une stratégie de range trading.
vente vers les 0,88, achat vers les 0,87. Regardez un petit peu d'un point de vue technique. Avec un stochastique, là on a peut-être ce matin, regardez, ce matin, stochastique, vous voyez, il suffit du croisement du stochastique pour avoir un signal baissier quand on est dans un range. L'oscillateur par excellence, quand le prix est dans un range, c'est le stochastique. Voilà, la stochastique, ça peut être un ordre de vente lorsqu'on aura le croisement. Donc ça devrait être une opportunité aujourd'hui, une opportunité de vente l'euro GBP. Le NZD-USD sous-performe et continue de sous-performer. Voilà, juste, on va faire un petit tour sur les actifs. Vous voyez que les deux actifs les plus haussiers ce matin, c'est le yen et le CAD, voilà, légèrement. Hein. Et à l'inverse, le NZD est en forte baisse. Alors, je ne sais pas s'il y a une statistique. Il me semble qu'il n'y a pas eu de statistique NZD. Non, il n'y en a pas eu. Donc je ne sais pas pourquoi le NZD baisse autant. Alors, guerre commerciale. Pourtant, il n'y a pas eu non plus d'annonce spécifique à la Nouvelle-Zélande. Donc bon, je ne sais pas pourquoi le NZD baisse autant, mais en tout cas, c'est la devise qui sous-performe. Voilà, donc pareil, hein, comme d'habitude, c'est un petit peu les devises qui sont les plus exposées aux relations sino-américaines, donc NZD et AUD, qui sont les plus baissières en ce moment. Et à l'inverse, tout ce qui est yen et dollar, même si dollar est en baisse en ce moment, ça reste une devise forte sur du moyen terme pour le moment. Donc NZD et AUD sont des excellentes devises à shorter face au yen. Donc tout ce qui est AUD yen, NZD yen, AUD yen, ouais, j'ai toujours mon objectif baisser jusqu'à 80, voire même plus bas. NZD yen, c'est pareil, les 75 en ligne de mire, mais ensuite on va très probablement, vous voyez, venir chercher le bas du canal. Donc voilà, NZD yen c'est baissier, tout comme l'AUD yen. L'AUD USD c'est pareil, on a un petit rebond depuis la semaine dernière, mais voilà, la tendance est clairement baissière. Donc si on a un retour à 0,75, j'ai écrit un article à ce sujet hier que vous pouvez voir sur le site DailyFX et que je vous invite à lire. D'ailleurs, donc si on a un retour à 0,75, pour ceux qui ne veulent pas lire l'article, je le résume, un retour à 0,75 serait une opportunité pour passer à la vente et viser les 0,7327. Donc voilà, moi ce que je m'attends pour les prochaines séances, c'est quelque chose comme cela. Enfin, oui, c'est quelque chose comme cela. Hop. Donc cette flèche ne veut pas dire qu'il faut acheter la UD jusqu'à 0,75, mais j'aurais plutôt donc tendance à résumer comme cela. Si on a un retour à 0,75, stratégie de vente à 0,7327. Voilà, et donc pour ce qui est des niveaux de support et de résistance, voilà, donc l'euro CHF consolidation. Pourquoi il consolide cet euro CHF et pourquoi il ne baisse pas dans cette période d'aversion pour risque? Tout simplement parce que le dollar il baisse et donc l'euro progresse. Alors que la semaine dernière, lors des 3 dernières semaines, même plus, on avait finalement un dollar qui était haussier et qui donc faisait pression sur l'euro. Et de l'autre côté, on avait le franc qui était soutenu par les tensions en zone euro. Les tensions en zone euro, notamment surtout concernant l'Italie. Voilà, on avait un euro baissier sous pression à cause du dollar et un franc haussier grâce aux inquiétudes sur la zone euro. Or aujourd'hui on a toujours les inquiétudes sur la zone euro, mais on a le dollar qui est en baisse, ce qui fait mécaniquement remonter la monnaie unique. Un point sur l'USD yen et l'AUD yen, nous dit Thierry. Alors, bon, l'AUD yen, on a fait rapidement un tour, mais l'AUD yen, moi je suis baissier comme vous savez jusqu'à 80. L'AUD yen c'est la paire pour trader la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Si vous êtes positif sur les perspectives économiques, les perspectives des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, dans ce cas-là, il faut payer l'AUD yen. Si vous êtes, comme moi, plutôt négatif, eh bien, faut vendre l'AUD yen. Pour ce qui est de l'USD yen, bon, on a une surperformance du yen depuis quelques séances face au dollar, mais vous voyez que concrètement depuis le mois d'avril, début mai, on a une consolidation.
Pourquoi? Parce que l'USD et le yen, c'est deux devises qui ont tendance à s'apprécier dans un climat de guerre commerciale. D'ailleurs, regardez le dollar, regardez DXY, DXY est en hausse. Il est en hausse même depuis l'annonce de Steven Mnuchin. Regardez, alors, donc là on a eu le gap. Alors non, pardon, il est en hausse depuis que ce matin. Pardon, je pensais qu'il était en hausse depuis hier soir. Mais donc voilà, on a un dollar qui, dans le fond, quand même, est soutenu par la guerre commerciale. D'ailleurs, on peut concrètement donner le crédit, on va dire à hauteur de 60-70% de cette hausse, c'est grâce à la guerre commerciale qu'entreprend les États-Unis. Parce que c'est une devise refuge, le dollar, dans ce contexte. Donc USD Yen, c'est deux devises refuge dans ce contexte de guerre commerciale, et donc on a au final une consolidation. Donc l'USD Yen, ça devrait vraiment pas être une paire intéressante pendant l'été. Sur de long terme, j'envisage une surperformance du yen. J'envisage, comme vous savez, un retour de l'USD Yen à 105, voire même beaucoup plus bas. Mais voilà, lors des prochaines semaines, je ne serai pas choqué si l'USD Yen se maintient entre 108 et 111. L'euro yen, voilà, bien orienté à la baisse, pareil dans un canal baissier. On voit bien que sur toutes les paires en yen, on retrouve des canaux descendants, ce qui montre bien que le yen surperforme depuis le début de l'année. Le yen surperforme depuis le début de l'année. Regardez, là on a la performance relative de chaque devise face au dollar. Si on regarde donc performance et on met depuis le début de l'année, year to date, quelle est la devise qui s'apprécie le plus? Donc celle qui se déprécie le plus, c'est le CAD et la UD. Vous voyez que le CAD perd 5,63% face au dollar. Donc forcément USD CAD s'il prend 5,63, eh bien le CAD c'est l'inverse, hein, donc il perd 5,63. La UD perd 5,07. Le NZD 3. L'USD Yen perd 2,67. Donc c'est-à-dire le Yen gagne 2,67 face au dollar. Et si vous regardez, c'est la seule des paires, c'est le Yen, c'est la seule devise qui est en gain depuis le début de l'année. Même face au franc. Les CHF, vous voyez, qui est en hausse. JBP USD en baisse. Donc voilà, on a tous les devises en baisse depuis le début de l'année face au dollar, mis à part le yen. Donc le yen, c'est vraiment une devise forte. Et je pense qu'il faut garder à l'esprit que voilà, c'est une devise haussière. On va aller un petit peu nos actifs depuis le début de l'année. Donc là, on a le franc. D'accord? Donc on a une belle oscillation. Le yen. Le yen qui a progressé au premier trimestre et qui depuis se maintient en haut de cette borne. Mais vous voyez qu'il n'a pas vraiment retracé. Alors que l'euro, l'euro c'est, voilà, on a une baisse. Le GBP c'est pareil. Bon, le franc l'a fait. Le dollar en hausse. Dollar c'est l'inverse en fait c'est la même chose que le yen, sauf avec un trimestre de retard. C'est-à-dire on a une consolidation au premier trimestre et depuis le deuxième on a la hausse. La hausse qu'a connue le yen en début d'année. Et enfin le CAD, le CAD, vous voyez que depuis le début de l'année c'est plutôt baissier. Donc voilà. Donc le yen vraiment, on le voit sur toutes les paires en yen, le yen qui superforme. Et je pense qu'il faut se maintenir dans cette tendance parce que il n'y a encore rien de résolu au niveau des guerres commerciales. Le prochain partenaire qui a le plus de, enfin partenaire économique des États-Unis qui a le plus de chances d'avoir des conflits commerciaux, c'est le Japon. Regardez, j'ai un article que je rédige et que j'actualise régulièrement. Si vous ne savez pas où suivre les nouveautés sur la guerre commerciale, je vous invite à mettre ce lien en favori. Ça fait je l'ai écrit il y a pas longtemps. Mais donc j'ai résumé depuis l'élection de Donald Trump ce qui se passe au niveau de la guerre commerciale sino-américaine. Uniquement États-Unis-Chine. Hein. Pas avec l'Europe, pas avec l'ALENA. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un article comme ça, parce que bon, ça prend quand même pas mal de temps, et donc peut-être il faut mieux que j'utilise mon temps à écrire d'autres articles plutôt que des articles de ce genre. Donc n'hésitez pas à donner votre avis. Mais donc vous voyez, là c'est 5 plus gros exportateurs vers les États-Unis. On a la Chine, Mexique, Canada, Japon, Allemagne. Lequel n'a pas eu encore de barrière spécifique, c'est le Japon. L'Allemagne, les États-Unis
entreprend une guerre commerciale avec l'Union européenne depuis maintenant 2-3 semaines. La Chine, bon, ça fait quand même pas mal de mois. Mexique, Canada, je vous rappelle que l'ALENA est en cours de renégociation depuis l'été 2017, depuis août 2017. Donc il manque plus que le Japon. Il manque plus que le Japon pour voilà, pour compléter le top 5. Hein. Donc je pense que le Japon a des chances de rencontrer quelques menaces de Donald Trump. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le yen va être sous pression? Je ne pense pas, parce qu'encore une fois, le yen, c'est une devise refuge. Voilà, maintenant, ce sera très intéressant de suivre cet épisode si elle a lieu. S'il a lieu, pardon. Et le gold peut rebondir si Dixie 93. Exactement, François. Si Dixie va vers 93, le gold va naturellement progresser. Vous voyez que là, le gold est sous pression parce qu'on a une légère hausse du dollar. On a une légère hausse du dollar. On n'a pas encore de signaux bullish. Vous voyez que le prix, bon, certes, il avait atteint un niveau de support, on n'a pas eu de rebond. Le momentum, c'est pareil. Momentum, on n'a pas de rebond. Donc pour le moment, on a un prix et un momentum qui sont tous les deux baissiers. Prix sur un moyen mobile à 20, 50, 100 et 200 jours. Donc pour le moment, il n'y a pas de raison de passer à l'achat sur le gold. Bon, si vous voulez trader la baisse du dollar, autant acheter l'euro. Autant acheter l'euro, parce que là, vous voyez qu'on a par contre le rebond de l'euro. Ou alors, peut-être même mieux, vendre l'USD yen. Parce qu'on sait que le yen, ça devrait être la devise la plus, c'est la devise la plus haussière depuis le début de l'année. Si on anticipe une baisse du dollar à court terme, pourquoi pas du coup vendre l'USD yen sur du très court terme. L'USD yen, du coup, ça peut peut-être se vendre sur du très court terme et sur du long terme, mais pas sur du moyen terme. Donc le gold, non, on le met de côté pour le moment. Il n'y a pas, moi je vois pas en tout cas de signaux techniques qui sont intéressants pour, pour l'acheter ou même pour le vendre. D'ailleurs. L'USD CHF, j'anticipe toujours un retour à 0,98 environ sur du sur du swing trading moyen terme. Au niveau des indices, on a le CAC qui est revenu sur un niveau de support très très important qui est les 5300 points. On va se mettre en 4 heures, non, en 1 heure même. Alors, d'ailleurs, si vous êtes sur Pro Real Time, très important, choisissez le bon indice CAC 40 parce qu'on a plusieurs chez G, il y a le futur, il y a le cash, il y en a pas mal. Et finalement, c'est important de mettre les bons horaires de trading. Donc vous voyez avec personnellement, j'exclus le cash, enfin j'exclus les prix hors cotation, donc les prix du futur, je les exclus. Donc moi je garde seulement de 8h à 16h30 heure de Londres parce que c'est en heure de Londres hein, tous les actifs, étant donné que bon, IG c'est une boîte britannique comme vous le savez, c'est une entreprise britannique. Donc voilà, tous les actifs sont bon après vous pouvez très bien le paramétrer hein. Mais voilà, les actifs sont cotés à l'heure de Londres. Donc forcément du coup faut enlever 1 heure par rapport à l'heure française. Mais bon. Donc du coup pourquoi c'est important de mettre d'avoir ces horaires de trading personnalisés parce que vous avez au moins les gaps intraday et vous pouvez faire du chartisme. Vous voyez, enfin vous pouvez faire surtout constater les signaux des chandeliers japonais. Parce que un marteau, une étoile du soir, etc. C'est pas possible les utiliser sur un contrat futur. Enfin sur un contrat qui cote, pardon, c'est un contrat qui cote hors place de marché. Donc jusqu'à 22h par exemple le DAX, 22h le CAC, vous voyez, ça c'est hors cotation de la bourse de Paris. Et donc c'est pas vous aurez pas les mêmes chandeliers japonais sur le graphique journalier. Donc voilà, si vous faites du swing, c'est très important d'avoir les horaires de trading personnalisés avec uniquement les horaires de la bourse de Paris pour le CAC, les horaires de la bourse de Francfort pour le DAX. Bref, je reviens sur le CAC qui est à 5003, qui est sur un niveau de support mensuel, qui est également légèrement sous son prix de clôture 2017. Donc autant vous dire que ce niveau de support entre on va dire 5300 et 5322, c'est un niveau de support très important pour le CAC 40 qui
S'il le dépasse, ce sera clairement un signal baissier jusqu'à, vous voyez, 5180 qui est le prochain niveau de support que je constate. En intraday, donc ce niveau de support, je pense qu'il peut se payer. On voit l'euro ce matin, l'euro qui est en légère baisse, le pétrole qui est en hausse, les rendements du 10 ans, il me semble qu'il est en hausse, qui se détend, euh, ouais, en légère hausse. Donc voilà, on a à peu près tous les indicateurs qui sont dans le vert, si ce n'est voilà toujours les tensions commerciales qui pèsent dans le fond sur les marchés, mais on voit qu'on a eu comment dire un sentiment mitigé en Asie. Point pivot. Point pivot. Donc là, vous voyez Nikkei plus 0,43, Hong Kong plus 0,50, la Chine moins 0,31. Mais donc, vous voyez, on a quand même plutôt des indices dans le vert ce matin. Donc, je pense qu'on peut plutôt se positionner dans le sens haussier. Donc, le pivot du jour à 5314, peut-être un niveau de prix intéressant pour à viser depuis les 5003. Donc, en clair, 14 points de hausse me semble raisonnable sur de l'intraday. Le DAX, alors DAX, configuration un petit peu plus sensible que le CAC 40, parce que le DAX, il a dépassé les 12 500, et là, il est un petit peu au milieu nulle part. En termes techniques, sur ce moment mensuel, 12 327 le prix. Et là, vous voyez que bon, il n'y a pas de support mensuel. Il n'y a aucun support mensuel. Entre les 12 500 et les 12 000. Donc entre 12 500 et 12 000, c'est un petit peu un creux en fait. C'est un petit peu un creux. Donc là, vu qu'on a les 12 500 qui sont cassés, c'est compliqué, je trouve, de trader le DAX parce que voilà, moi, j'aurais tendance, d'un point de vue technique, à anticiper un retour à 12 000, étant donné qu'on n'a pas de support d'ici là. Maintenant, payer le DAX, enfin vendre le DAX alors que les indices ce matin sont dans le vert, ça me semble plutôt risqué. Donc voilà, le DAX, je le mets de côté personnellement. Si vous voulez trader en intraday, eh bien, point pivot suffisent. Encore une fois, le pied baissier, je pense, domine, en tout cas ce matin. Je dis pas à Wall Street, parce que vous savez que quand il y a Wall Street, il y a également Donald Trump qui peut être sur son téléphone avec Twitter. Donc voilà, Wall Street, c'est vraiment une autre journée, une autre séance dorénavant. Ce n'est plus une prolongation de la séance européenne. Euh, donc voilà. DAX, CAC, marché européen, plutôt en hausse ce matin. En tout cas, tant que l'euro est à la baisse, que le pétrole est à la hausse, et que les rendements européens gagnent du terrain, se détendent, on a clairement les indicateurs qui sont dans le vert pour les marchés européens. Parce que à l'inverse de Wall Street, pourquoi on n'a pas une baisse en Asie et enfin pardon, non, écoutez, ça je l'ai déjà dit. Ce que je voulais dire c'était pourquoi on n'a pas une baisse, oui, en Asie, en Europe, tout simplement parce que ça a déjà été pricé. Ce qui a été annoncé hier a déjà été pricé par les indices, par les marchés européens et asiatiques, notamment le fait que les États-Unis souhaiteraient empêcher le rachat d'entreprises américaines qui sont détenues par 25% de Chinois. Des entreprises, bien évidemment, technologiques américaines. Donc voilà, DAX, CAC, plutôt une opinion haussier sur ce matin, sur du très court terme. Mais voilà, je pense que sur du moyen terme, comme vous savez, le risk off diminue. En plus de cela, je vous rappelle une date, la prochaine date très importante, c'est 6 juillet. 6 juillet, qui devrait être la date de mise en place des taxes sur les 50 milliards de dollars de produits américains et chinois. Les États-Unis taxent à hauteur de 50 milliards de dollars de produits chinois et la Chine taxe à hauteur de 50 milliards de dollars les produits américains. Alors c'est pas réellement 50 milliards, c'est un peu moins, c'est 36. Et les autres 14 ils s'ajouteront les semaines précédentes, les semaines prochaines. Hubert qui nous dit Trump, pourquoi pas un contrôle parental sur son Twitter. Alors, écoutez, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. François qui nous dit Gold 1300. 1300, ça me semble encore trop tôt pour viser cette résistance. Encore une fois, on n'a pas le rebond du gold. Alors certes, on a le rebond du Dixie. Enfin, on a une baisse du Dixie, mais on n'a pas le rebond du gold. Et tant qu'on n'a pas de rebond,
c'est concrètement très compliqué de se positionner à l'achat. L'euro, oui, l'euro, ouais, retour à 1,18, pourquoi pas? Pourquoi pas un retour à 1,18? Mais le gold, pour le moment, c'est baissé, hein. Donc 1300, 1190, pour le moment, c'est pas des, des objectifs, selon moi, qui sont viables. Parce qu'on n'a aucun, enfin moi personnellement, je ne vois aucun signal technique haussier. Et pour ce qui est des cours de pétrole, les cours de pétrole, donc qui sont en hausse, comme on peut constater, techniquement, c'est assez propre. Le Brent surtout, Brent, on a un canal haussier dans lequel le baril évolue depuis maintenant un an, depuis juin 2017. Donc là, il teste une résistance, le Brent, à 75 dollars. Si on a un breakout, on aura une hausse jusqu'à 7147. Et d'ailleurs, on a un momentum également qui, vous voyez, commence à rebondir, mais qui est toujours sous 50. Donc normalement, si le prix dépasse 75 dollars et le RSI 50, on aura deux signaux haussiers. Et sur du 4 heures, est-ce qu'on a une divergence qui serait exploitable par hasard? Non, pas de divergence malheureusement. Pas de divergence sur le Brent. Et le brut, l'analyse technique est un petit peu moins propre. On a toujours cette oblique, mais vous voyez qu'elle a moins bien tenu. Mais en tout cas, bon, la résistance est 70, donc c'est possible d'acheter, comment dire, le brut jusqu'à 70 dollars. Et par contre, on a une divergence. On a une divergence sur le WTI. Alors, ah non, pardon, fausse alerte. Ce n'est pas une divergence. Parce que si on étend, vous voyez que ça va à la hausse, donc on n'a pas de divergence. Mais bon, en tout cas, le WTI, c'est possible de l'acheter, je pense, jusqu'à 70 dollars. Le FTSE, excusez-moi, je reviens sur les indices. Je vais faire FTSE et Wall Street, rapidement. FTSE qui tient assez bien quand même, hein. Le FTSE qui tient beaucoup mieux que les indices européens. Ils ont beaucoup moins chuté, étant donné que, comment dire, la livre est quand même restée un petit peu plus faible, même si on a un euro GBP qui, vous voyez, oscille. On a une dominance de l'euro depuis le mois d'avril. Vous voyez, depuis le mois d'avril, l'euro GBP est très légèrement haussier. Et donc, c'est-à-dire que l'euro surperforme. Et donc, la livre sous-performe. Donc, le FTSE résiste un petit peu mieux. Parce que, voilà, on a une baisse un petit peu plus forte de la livre que de l'euro ces derniers mois. Bon, maintenant, vous voyez que le FTSE teste lui aussi un niveau de support très important, c'est les 7005, mais c'est également un niveau de support mensuel, c'est également 38% de retracement de Fibonacci de cette tendance, donc voilà. Niveau de support majeur, s'il est dépassé, direction la moyenne mobile à 200, puis les 50% à 7400 points. Hubert qui nous dit le gold parti pour la zone 1250, 1240. Alors j'en ai bien peur maintenant, enfin bien peur, non pas forcément, mais ça me semble oui, quand on voit ce graphique, quand on voit un graphique comme cela, on se dit que le cours va venir chercher les 1250. Maintenant, ce qui me semble un petit peu compliqué devant le gold, c'est compte tenu du fait que le Dixie est en baisse. Dixie est en baisse depuis jeudi dernier. Et normalement, vous savez qu'historiquement, statistiquement, on a une corrélation à hauteur de 92% entre le gold et le Dixie. Donc si le Dixie est en baisse, normalement on a le gold qui est en hausse. Donc vendre le Dixie jusqu'à 1150, ça me semble très risqué au vu de cette corrélation. Et donc Wall Street. Alors est-ce que on va répondre à la question du webinaire, hein, j'allais presque l'oublier. Est-ce qu'on a un crack à Wall Street? La réponse est non, je ne pense pas. En tout cas, c'est encore trop tôt pour en être, pour le trader s'il y en a un. Pourquoi? Bien parce que oui, on a le Dow Jones qui clôture sa moyenne mobile à 200 périodes. Mais le Dow Jones, c'est pas Wall Street. Dow Jones, c'est un indice très spécifique. Comme vous le savez, le Dow Jones, son prix est coté selon le prix des actions et non pas selon la capitalisation boursière. La pondération chaque action dépend du prix de l'action et non pas pardon, excusez-moi, je pensais à autre chose. La pondération
de chaque entreprise dans le Dow Jones ne dépend pas de la capitalisation boursière, mais du prix de l'action. Donc par exemple, euh, on a Boeing, Boeing qui est coté dans, euh, dans le Dow Jones, son prix c'est 331 $. On regarde Apple, Apple qui a la plus grosse capitalisation boursière au monde, qu'en vaut 182. Donc Boeing vaut presque 2 fois le prix d'Apple. Et donc, dans le Dow Jones, Boeing a une pondération 2 fois plus importante que Apple. Voilà. Donc, tout comme le Nikkei. Le Nikkei a le même fonctionnement. D'ailleurs, c'est les deux seuls indices qui ont les seuls fonctionnements parmi les majeurs. Et donc, Wall Street qui clôture au-dessus de la moyenne à 200 séances, oui, d'accord. C'est un premier signal alertant, mais de là à dire que c'est un crack, non. Tant qu'on a le S&P qui se maintient au-dessus de celui-ci, je dirais que le risque de crack, enfin, je dirais que c'est encore beaucoup trop tôt pour dire qu'on aura un crash. Voilà, donc S&P, même si on a, en fait, même si on a un retour à la moyenne de 100 jours, comme vous le savez, ça sera une opportunité pour passer à l'achat. Ce sera même pas l'occasion de le vendre. Si on a un retour à moyenne mobile, on sait que sur du long terme, la moyenne mobile à 200 séances a été un bon niveau de support, comme ce fut le cas, regardez, plus récemment au mois de mai, au mois de mars, au mois de février. Vous voyez qu'on a eu des belles hausses. Donc si on a un retour à moyenne mobile à 200 période, honnêtement, ça serait une opportunité pour passer à l'achat. Voilà donc pour mon avis sur Wall Street. Non, pas de crash. Ou en tout cas, s'il y en a un, c'est encore aujourd'hui beaucoup trop tôt pour le trader. Parce qu'on n'a pas les signaux, je trouve, nécessaires pour dire qu'il y a un crash boursier. Voilà. En tout cas, c'est clair que le climat fondamental n'est pas très bon, n'est pas en faveur des marchés actions. Par contre, d'un point de vue macro, on a plutôt des bonnes statistiques, faut être honnête. On a des très bonnes statistiques aux États-Unis. Donc voilà, ça se voit moins. On va dire les tensions commerciales qu'il y a se voient beaucoup moins sur les marchés parce qu'on a d'excellents chiffres macro. Voilà, donc ça sera tout pour ce point de marché. Hein. Moi j'en ai fini, j'ai plus rien à rajouter. Donc en clair, hein, plutôt, je dirais pas de la version pour risque ce matin, mais une opinion pardon qui s'améliore, un sentiment, un climat qui s'améliore. Les marchés actions européens ont des chances de progresser ce matin, mais voilà, dans le fond, les tendances sont baissières et le risk-off diminue. Dans le fond, je dis bien, on a de l'aversion pour le risque. Et c'est dans ce sens, si vous êtes un swing trader ou un trader de quelques jours, qu'il faut se positionner. C'est l'achat du yen, vente AUD, NZD ou CAD. Voilà donc pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc à demain pour mon prochain point de marché. Et vous retrouverez Yoav Nizar. Yoav Nizar tout à l'heure à 14h30 il me semble. Voilà, 14h30 heure française. Yoav Nizar pour son point de marché. Voilà, excellente journée à vous. À demain matin pour le prochain webinaire. Et comme d'habitude, vous savez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas à me les poser. Et voilà, excellente journée à vous et à demain.